Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous présenter celle qui est responsable du préambule de la conférence. Native de Repentigny, Marie-Christine Chartier quitte le Québec à 16 ans pour aller étudier aux États-Unis. Elle fait son baccalauréat à Iowa State University tout en compétitionnant au nom de l'université sur l'équipe de tennis. De retour au Québec, elle entreprend une maîtrise en psychopédagogie à l'Université Laval, puis un doctorat dans le même domaine. Parallèlement à ses études, Marie-Christine a publié 3 romans aux éditions Urtubise depuis 2018, soit L'allégorie des truites arc-en-ciel, Tout comme les tortues et Le sommeil des loutres. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment contente. J'étais vraiment heureuse quand on m'a approchée pour participer à cette présentation. En fait, évidemment, comme le disait Carla, ça va faire 10 ans que je suis aux études supérieures. Donc, manifestement, la persévérance scolaire, c'est quelque chose qui est important pour moi. En fait, j'étais contente de pouvoir venir partager de façon un petit peu plus informelle avec vous mon histoire, un peu mon background. Puis, ma présentation va se faire vraiment en 2 parties. En fait, je vais vous expliquer un peu le cheminement là, que j'ai fait à travers ma carrière, autant professionnelle au niveau de la littérature que scolaire qu'à l'université. Et je vais vous parler aussi de l'aspect qui était pour moi un des plus importants, une des réalisations que j'ai faites au fil de mon parcours, qui était en fait qu'on peut nourrir plusieurs passions. Puis c'est ça en fait qui m'a mené à où je suis aujourd'hui dans ma vie. Donc, en tant que j'ai fait une liste. Donc, c'est ça, je suis autrice, donc j'écris des romans de fiction. Actuellement, je travaille aussi sur des projets de séries web puis séries télé. Donc, je suis vraiment active du côté littérature. Parallèlement à ça, je poursuis mes études de doctorat à l'Université Laval en psychopédagogie. Mon doctorat porte en fait sur la place des femmes, la sous-représentation des femmes dans les postes de leadership sportif dans les organisations sportives au Québec et peut-être au Canada à suivre. C'est toujours en développement, un doctorat. J'enseigne également à l'Université Laval, donc j'ai un aspect aussi très ancré dans l'éducation et être une bonne éducatrice en soi. J'enseigne le cours d'équité en intervention sportive. Donc, j'enseigne au bac en intervention sportive, puis on aborde toutes sortes de thèmes, notamment le sexisme, le racisme. On aborde comment gérer pas gérer les athlètes trans, mais gérer les problèmes qui peuvent venir en ayant des athlètes trans sur une équipe. On parle aussi de tout ce qui... En fait, on aborde tous les enjeux en lien avec l'équité en sport. Et comme disait Carla aussi, je suis une ancienne athlète, donc j'ai joué au tennis pendant près de 20 ans au niveau international. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi permis de m'aiguiller dans mon parcours. Donc vraiment, le but de ma présentation un peu aujourd'hui, c'est de parler de l'art de choisir de tout faire, ce qui est un peu ce que j'ai décidé un jour, en fait, de dire je ne vais pas me limiter, je ne vais pas choisir une voie, je vais juste toutes les prendre puis toutes les faire. Mais comment on fait ça? Voilà. Donc, je trouvais que c'était important de revenir sur comment tout ça a commencé parce que je pense qu'une des choses qui a fait qu'aujourd'hui, je suis capable de jongler avec tous ces chapeaux-là, en fait, c'est parce que très jeune, on m'a exposé à plusieurs choses et on a nourri cette curiosité-là que j'avais. Donc, très jeune, mes parents, moi, sont dans le monde de l'écriture, puis l'écriture, c'était quelque chose qui était vraiment une passion pour moi, puis on m'a encouragée à écrire, à lire. J'avais toujours des livres, on allait à la bibliothèque, je racontais des histoires à mon père, j'écrivais des livres qui n'étaient pas encore des livres. Donc, très jeune, on m'a encouragée à poursuivre cette passion-là, tout en étant une athlète qui était quand même concentrée plusieurs heures semaine sur un sport. Puis au niveau de l'école, j'ai fait le sport-études 2 ans. Je suis allée après ça à l'école privée pendant 3 ans. Donc, j'ai vraiment comme touché à tout. Puis, la chose qui m'a le plus aidée, c'est de voir que cette curiosité-là était encouragée. Puis ça, c'est autant de mes parents que, par exemple, que les professeurs que j'ai eus, les enseignants et les professeurs plus tard jusqu'au doctorat, en fait. On a souvent, les éducateurs, les professeurs, mes parents ont vu que j'avais plusieurs curiosités et ils m'ont laissé continuer d'aller développer cette curiosité-là. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui était vraiment intéressant puis important dans mon développement puis qui fait que je ne me suis pas sentie limitée quand est venue l'heure de faire des choix. Une autre chose que je trouve qui est intéressant à discuter, c'est l'idée de persévérer et de se faire encourager. Parce que la ligne est parfois mince entre se faire pousser dans quelque chose et se faire encourager, mais moi, personnellement, dans mon développement, j'ai eu des entraîneurs, j'ai eu des gens qui étaient capables de me
me pousser d'une façon saine. Donc, je pense qu'il y a un certain âge où des fois, on a moins envie d'aller s'entraîner, par exemple, ou aller faire un tournoi, ou peu importe. Et j'ai vraiment eu des intervenants dans ma vie qui étaient capables de me motiver à aller faire quelque chose, mais d'une façon saine. Donc, sans me sentir forcée, mais me sentir un peu encouragée quand même. Puis ça, c'est quelque chose que je reviens souvent à ça parce que je pense que c'est essentiel. Puis j'ai souvent des discussions même avec mes parents là-dessus concernant, ils se posent la question, est-ce qu'on t'a trop poussé? Mais non, il y a une limite à pousser un enfant, surtout dans le sport, puis à l'école aussi, puis je pense qu'ils l'ont bien fait, puis c'est quelque chose de quoi j'ai bénéficié. Puis plus au niveau sportif, je pense que j'ai développé assez tôt, de par mes expériences sportives, un désir de réussir, un désir de compétitionner, un désir d'accomplir des objectifs. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que j'encouragerais tous les jeunes à faire, que ce soit un sport, c'est pas obligé d'être au niveau international, mais de s'engager dans une pratique sportive, pour moi, ça a vraiment développé ce désir-là que j'avais de réussir, d'accomplir des objectifs. Puis, en fait, quand j'ai fait, je vais passer un peu en avant dans ma présentation, mais j'ai fait ma maîtrise sur les habiletés de vie, en fait. Fait que ça, c'est tout ce que tu développes dans ta pratique sportive et que tu peux transférer dans des domaines autres que où tu as appris à le faire. Par exemple, organiser son temps, persévérer, justement, des choses comme ça qu'on apprend dans le sport puis qu'on transfère. Puis j'ai vraiment, en étudiant ça à la maîtrise, j'ai vraiment réalisé à quel point dans la pratique sportive, c'est important. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment... que j'ai assimilé avant même de l'étudier. Plus spécifiquement, en fait, c'est là que je veux parler de la diversité du parcours parce que j'ai fait Moi, je suis partie, j'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans ma première année d'université. J'ai fait mon bac en psycho. J'ai terminé l'université à 20 ans. J'avais aucune idée si j'aimais ça, la psychologie. J'ai tellement fait les études tôt, puis j'étais tellement un petit peu garochée là-dedans, et quand j'ai terminé mon bac, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai commencé une maîtrise en psychologie de la santé à Milwaukee. Finalement, j'ai arrêté ça, je suis revenue au Québec. J'ai fait une maîtrise, comme je disais, pour de vrai, je l'ai faite, celle-là, sur les habiletés de vie en sport. Puis là, après ça, pendant mon parcours à la maîtrise, j'ai découvert une professeure à l'Université Laval qui travaillait sur les aspects du féminisme en sport. Et moi, étant une femme athlète, je n'avais jamais été exposée à ces enjeux-là. Et là, en continuant mon parcours, en suivant des cours à la maîtrise qui étaient un petit peu en dehors de mon sujet, mais qui étaient vraiment intéressants, j'ai découvert une nouvelle passion, en fait, pour ces enjeux-là. Et là, je suis passée au doctorat et j'ai complètement changé de domaine encore. Je suis encore en psychopédagogie, mais cette fois-ci, je ne suis plus du tout dans la psycho du sport. Je suis dans autre chose. Puis, c'est ça que je trouvais qui était vraiment important de parler aujourd'hui, c'est de suivre ces passions-là, suivre ces intérêts-là. Si je n'avais pas continué mon parcours, si je n'avais pas rencontré des gens au fil du temps qui m'ont allumé à de nouveaux enjeux, je n'aurais pas eu la chance d'aujourd'hui avoir ma maîtrise dans un domaine, mon bac dans un domaine, enseigner dans un domaine complètement autre. Fait que je pense que c'est vraiment... c'est important de ne pas s'arrêter puis se cimenter très tôt dans son parcours scolaire. Comme je disais, je me cherchais encore beaucoup. Puis, je ne me suis pas limitée à dire, bon, ben, je vais faire mon bac en psycho, il faut que j'aille en psycho. J'ai exploré mes options, puis je pense que c'est une des plus belles choses qu'on peut faire. Puis, en tout cas, pour moi, dans mon parcours universitaire, ces opportunités-là se sont présentées à moi. Donc, je suis quand même choyée par rapport à ça. Puis, il y avait aussi l'autre côté qui est la littérature. Donc là, je vous parle tout de mon parcours qui est comme, sur papier, c'est le fun, maîtrise, bac, maîtrise, doc, ça a l'air de s'enligner, comme, pas de problème. Mais d'un autre côté, j'avais ma grande passion dans la vie qui est la littérature. Et là, je venais tout le temps avec la question, est-ce que j'étudie en littérature? Parce qu'on est quand même confronté, surtout dans notre société, à dire il faut étudier sa passion, il faut étudier quelque chose pour être bon à ça. Donc moi, je me suis dit, bon, il faut que j'aille en création littéraire. Je me suis inscrite en création littéraire à l'Université Laval après ma maîtrise. C'est comme, il faut que je fasse ça pour écrire un livre. Puis finalement, après avoir eu plusieurs discussions avec des amis, mes parents, des gens même du département de littérature, j'ai réalisé que si je voulais écrire un livre, il fallait juste que j'essaye d'écrire un livre. Donc, j'ai fait ça et ça a fonctionné. J'ai eu aussi un bon timing et une histoire qui était apparemment intéressante. Mais c'est là que j'ai réalisé une des choses les plus importantes que j'ai réalisées à ce jour, puis c'est qu'on n'est pas obligé d'étudier notre passion.
ou on peut en fait en avoir plus qu'une. Je pense que souvent, on va penser, si moi, par exemple, sur quoi je tripe, c'est la musique. Mais il faut que j'aille au cégep en musique, il faut que je fasse, il faut que j'aille à l'université en musique, il faut que ce soit ça. Mais non, de cultiver plusieurs passions en même temps, ça fait que, elles demeurent toutes intéressantes parce qu'on n'est pas tout le temps en train de faire une chose, la même chose. La chose la plus magnifique pour moi avec la littérature présentement, c'est que c'est pas toute ma vie. Donc, quand je reviens, j'ai tellement de plaisir à le faire, j'ai du plaisir à écrire. Quand je m'en vais enseigner, j'ai du plaisir à enseigner parce que j'ai un éventail de passions, puis je les nourris toutes. Donc, pour moi, c'est vraiment mon plus gros... je dirais vraiment qu'au fil de mon parcours scolaire, ça a été ma plus grande réalisation. On peut en avoir plusieurs passions, puis notre passion pour les arts, pour le sport, name it, c'est pas nécessairement obligé d'être ça notre domaine d'études, puis ça veut pas dire qu'on ne suit pas d'autres passions. Il n'y a pas de limite à combien de passions on peut avoir dans la vie. Donc, si j'avais à parler à moi de 20 ans qui sort de son bac et qui ne sait pas trop où elle s'en va, je dirais premièrement d'arrêter de m'en faire autant. Ça sonne cliché, mais c'est vrai, parce que je pense que très tôt dans nos parcours, on nous demande de faire des choix. On nous demande de décider où on s'en va, puis on a comme cette idée préconçue-là que quand on décide, on ne peut pas changer. Puis je pense que c'est une des erreurs qu'on fait parce qu'en fait, changer, c'est bien. Changer, ça nous fait découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles passions, des nouveaux enjeux. Donc, oser explorer, pas se forcer parce qu'on a fait, par exemple, un diplôme en X. C'est pas obligé d'être continuer d'être ça. Il y a une multitude de possibilités. Si c'est ça, tant mieux, mais si c'est pas ça, on reste jeune longtemps. On a le temps de faire des choix. Puis, une autre chose qui sonne cliché, mais qui est tellement vraie, c'est faire confiance à son instinct. J'ai une petite voix dans ma tête, ben, j'en ai plusieurs, j'écris des livres. Mais je pense que foncièrement, on le sait, quand on est sur le bon chemin, il faut aussi s'écouter puis se faire confiance. Puis c'est quelque chose que plus je vieillis, plus je le fais. Puis si j'avais à me conseiller plus jeune, c'est ça que je me conseillerais. Donc voilà, c'était un peu... si vous avez des questions concernant mon parcours, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais aimé faire, je vais être là pour la période des questions. Puis sinon, c'était vraiment un plaisir pour moi de mettre la table pour la présentation du Dr Royer, qui enseigne à l'Université Laval, qui est psychologue, et cette communication-là vraiment va s'adresser à nous ici, qui sommes des passionnés d'éducation. Il va vous présenter un top 5 des pratiques exemplaires et prometteuses qui vont permettre aux élèves qui vivent des difficultés de mieux réussir à l'école. Donc, merci de m'avoir permis de faire ce préambule pour vous, puis je vais laisser la place à M. Royer. Dr. Royer. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Christine. Un témoignage tout à fait touchant d'une personne très créative qui va au bout du développement de ses talents et d'actualiser son potentiel. Regardez, ma présentation va être relativement simple. 3 idées en éducation qui sont vraiment mûres, qui ont fait leur chemin et qui sont devenues, m'excusez l'expression, incontournable, et mon top 5 en ce qui concerne la réussite scolaire. Je vais faire le partage d'écran tout de suite. Donc, un top 5 des pratiques permettant aux élèves en difficulté de mieux réussir à l'école. Écoutez, moi, ça fait 45 ans que je travaille essentiellement à améliorer la réussite scolaire et à répondre aux besoins des jeunes en difficulté. Donc, j'ai comme un biais. La majorité des jeunes vont bien à l'école, mais c'est évident présentement, dans les prochaines minutes, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la loupe un peu sur les interventions qui apparaissent les meilleures pour augmenter les taux de réussite et augmenter la qualité des apprentissages des jeunes à l'école. Vous savez, les parents, et ma conférence s'adresse à l'ensemble du Québec en prenant comme base particulièrement la MRC de Montcalm, où je suis associé avec le Carrefour Jeunesse Emploi et la Grappe éducative. De manière générale, écoutez, les parents désirent qu'à l'école, les enfants ils réussissent, se fassent des amis, en ressortent avec une estime de soi renforcée et actualisent, un peu comme l'exemple que Christine mentionnait tout à l'heure, se trouvent à actualiser leur potentiel, découvrent leurs forces, ce en quoi ils sont bons, découvrent leurs talents et sont en mesure justement de développer leurs habiletés et d'actualiser leur potentiel. Présentement, ce qu'on observe, c'est qu'en compte tenu de la COVID, et là, on a quelques données de recherche, l'écart entre les élèves forts et les élèves faibles va en s'agrandissant.
tout le monde, on peut dire qu'évidemment, les contenus scolaires sont différents de l'an passé, mais tout le monde ne prend pas du retard de la même manière présentement. Il y a vraiment un écart, particulièrement au niveau des jeunes qui étaient déjà en difficulté ou des jeunes de milieux défavorisés. On doit présentement, par simple principe de précaution, travailler avec l'idée qu'on va assister à une augmentation possible du nombre d'échecs et du taux de décrochage. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Et on a, et ça fait les manchettes, les pédiatres en ont parlé beaucoup, j'en parle moi aussi comme psychologue. Il y a évidemment des préoccupations au niveau de la santé mentale, ce qui va faire l'objet d'une de nos préoccupations d'ailleurs dans mon top 5 aujourd'hui. Donc, en guise d'intro, un portrait au niveau de la réussite scolaire. Et par réussite scolaire, j'entends obtenir un des diplômes du secondaire. 3 grandes idées dont le moment est venu. Et comme je le soulignais, faire une différence dans la réussite, la persévérance, mon top 5, un choix stratégique qui m'apparaît où les variables, les facteurs les plus importants vont être mis en évidence. Donc, un portrait sur les données les plus récentes. Vous allez suivre la souris de mon ordinateur. Au niveau du réseau public, regardez déjà que présentement, là, les qualifications qui ne sont pas des diplômes sont comptées là-dedans. Vous avez, bon an, mal an, si j'enlève les qualifications, DEP, DES, vous avez environ à peu près 70% des gars et 80% des filles ont un des diplômes du secondaire après 7 années au secondaire, pas 5, 7. Je regarde l'environnement ou la base ou les données qu'on a plus du côté de la Nodière. Commission scolaire des affluents, encore là, regardez l'écart gars-filles. Et ça nous donne environ, si j'enlève les qualifications, 70% des gars, environ 82% des filles. Et au niveau de la commission scolaire des SAMAR, qui est en train de relever des défis très importants, si on enlève les qualifications, c'est un garçon sur 2 qui n'a aucun des diplômes du secondaire après 7 années au secondaire. Au niveau des filles, c'est environ une fille sur 3. Ça, c'est le portrait qui est en évolution, qui va s'améliorant lentement, là, si on prend l'ensemble, en tout cas, des coordonnées ou des chiffres qu'on a au niveau provincial. Ceci étant dit, ça, c'est un peu là, un instantané au niveau de la réussite perçue dans une perspective de diplomation. Et ce qu'on va voir, d'abord, 3 grandes idées et par la suite, le top 5. 3 grandes idées dont vraiment le moment est arrivé et que vous devez garder en tête là, dans nos journées, entre autres de la persévérance, mais que doivent garder en tête la majorité des gens qui interviennent et qui sont passionnés de réussite. La première idée, c'est qu'il est plus facile de construire des enfants et des adolescents forts que de réparer des adultes brisés. Intervenir en amont est toujours gagnant. Et là, suivez-moi bien. On est toujours en amont de quelque chose. Si vous intervenez, on a entre autres des projets au niveau de la grappe là-dessus, de la grappe éducative là, sur cet aspect-là. Si vous intervenez auprès des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous intervenez en amont par rapport à ce qui va se passer en première, deuxième année. Si vous intervenez au primaire, vous intervenez en 5e, 6e année, vous êtes en amont par rapport au secondaire. Si vous intervenez à la limite en 4e, 5e secondaire, vous intervenez en amont par rapport à ce qui va arriver au collégial. Donc, cette question-là de prévention, ce n'est pas toujours une prévention précoce chez les petits. On est toujours en prévention de quelque chose dans la mesure où on intervient avant, entre autres, un passage ou une transition, mais de manière générale. Chez les plus jeunes, et là, je vais être très clair et très simple, être en mesure de suivre habituellement les consignes des adultes à la maternelle et à la première année et apprendre à lire dans les premières années du primaire, c'est 2 facteurs prédicteurs importants de la réussite scolaire. En clair, écoutez, je vais mettre 3e année. Mes gars et mes filles de 3e année ont un niveau de lecture, un bon niveau de lecture qui correspond à une fin de 3e année. L'important, ils suivent les consignes des adultes, se sont fait des amis, fonctionnent bien socialement. Écoutez, ces jeunes-là vont réussir à l'école. Il y a toujours d'autres situations qui peuvent arriver, mais dans l'ensemble, c'est assez clair que ça va relativement bien aller. Je regarde à titre d'exemple, je prends ce qui se passe à la grappe éducative Montcalm, les interventions de soutien famille qui ont eu lieu durant l'été 2020, entre autres, sur cette question-là d'empêcher, on va en parler un petit peu tout à l'heure, de limiter cette glissade de l'été-là, parce que j'ai des jeunes qui en perdent durant l'été au niveau des apprentissages. La question de la formation, de la prévention au niveau des comportements perturbateurs. Mon champ de surspécialisation à moi, c'est les jeunes qui posent et qui manifestent des problèmes de comportement. C'est évident que si vous intervenez auprès des jeunes de 4-5 ans qui ont certaines difficultés de comportement, vous intervenez en amont par rapport justement à ce qui peut se passer au primaire, vous améliorez la réussite scolaire. Et je regarde entre autres un des projets phares de la grappe éducative, c'est une adaptation du programme de HOLD, qui est un programme réputé internationalement, d'infirmières qui visitent
et qui devient la meilleure amie d'un certain nombre de familles qui sont plus à risque et qui supporte des interventions, entre autres la question de la littératie, l'intervention sur le développement cognitif, développement de moteur, etc. Donc, c'est le programme de Olds Visiting Nurse Program. Ça, c'est des exemples d'interventions en amont auprès de petits. Je vais vous en donner d'autres en cours de route qui vont s'intégrer par rapport à d'autres éléments du top 5. La deuxième idée importante, c'est que la réussite à l'école est un facteur de protection. Comme je soulignais, mieux connaître qui on est, en quoi on est bon, développer sa persévérance. Écoutez, c'est comme le soleil se lève à l'est. Vous regardez les gens qui ont réussi au secondaire ou qui ont un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études universitaires, ils ont une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, une meilleure situation économique. Et ça, c'est une évidence encore là de manière très claire, un peu comme je viens de nous souligner, comme le soleil se lève à l'est, qu'il y a une donnée vraiment ou une portée importante, un effet important de la réussite éducative. Donc, au lieu de dire, écoutez-moi bien, au lieu de dire, moi, je suis enseignant, j'enseigne en deuxième année, j'ai un jeune qui, pour toutes sortes de raisons, là, ce qu'il a vécu dans sa famille, le niveau socio-économique, il y a peut-être les deux adultes avec qui ils vivent font peut-être partie de ce 20% des adultes qui sont analphabètes au Québec, je vous le rappelle. Et dans ce contexte-là, ce jeune-là arrive à l'école, on peut se dire deux choses. Mon Dieu, avec les parents, la famille que ce jeune-là a, comment voulez-vous qu'il réussisse à l'école? La chose que les passionnés de réussite se disent, ce petit gars-là n'a peut-être pas eu une vraie bonne première chance dans la vie au niveau de ses apprentissages, mais dans ma classe à moi et dans notre école, il va avoir une merveilleuse deuxième chance. Donc, au lieu d'expliquer l'échec scolaire par la pauvreté, entre guillemets, on doit s'orienter davantage pour combattre la pauvreté par la réussite scolaire. Et ça, c'est fondamental. L'autre élément, c'est que, et ça, tous les éducateurs, c'est vrai pour les parents, mais c'est vrai pour les enseignants et les autres intervenants scolaires, la réussite scolaire a un effet transgénérationnel. Un peu, je le mentionnais avant le début de la conférence tout à l'heure, quand j'échangeais avec les autres, avec certains des participants. Écoutez, moi, je suis père de 4 enfants, dont les cadets sont des triplés. Et tout ce beau monde-là m'a rendu grand-père 12 fois, très rapidement d'ailleurs. Et quand vous regardez cette situation-là, on se voit dans nos enfants, mais on se voit aussi dans nos petits-enfants par rapport au centre d'intérêt, aux habiletés, même à la manière dont on va à l'école. Donc, mon petit gars de deuxième année tout à l'heure, là, qui a eu une merveilleuse deuxième chance à l'école, puis qui a réussi, qui a obtenu un diplôme, je ne sais pas, il a fini en menuiserie, ou il a pu finir en technique de radiologie au niveau du cégep, nommez-les. Qu'est-ce qu'il va vouloir pour ses propres enfants? Il va vouloir exactement la même chose, que ses enfants à lui connaissent la même chose. Donc, dites-vous qu'en éducation, que vous soyez parent, que vous soyez enseignant, vous influencez plus qu'une génération quand vous travaillez sur la réussite éducative. Troisième grande idée, et là, je persiste et signe, il existe des différences entre les gars et les filles. Regardez, ça, c'est les statistiques nationales québécoises sur l'arrivée en maternelle. Quels sont les jeunes qui présentent au moins un risque développemental quand ils arrivent en maternelle 5 ans? Ça va être bref. J'ai 35% des gars qui ont au moins un facteur de vulnérabilité, 20% des filles. On s'occupe de tout le monde, mais j'ai un facteur de vulnérabilité important qui est nécessaire. Les facteurs de vulnérabilité touchent davantage les garçons que les filles. Écoutez, il faut vraiment éviter de confondre différence et égalité. En adaptation scolaire pour les jeunes en difficulté, j'ai 2 gars pour une fille en difficulté d'apprentissage, 3 gars pour une fille avec des problèmes de comportement, 6 gars ou 5 gars pour une fille avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais regardez, il y a d'autres situations aussi. Si vous travaillez sur l'anxiété au secondaire, vous allez travailler davantage avec des filles. C'est 1 gars pour 2 filles. C'est vrai pour les émois dépressifs, les situations de dépression, c'est vrai pour les problèmes, entre autres, d'anorexie et autres. Donc, on doit tenir compte que des programmes qui sont plus fréquents, ou des difficultés plutôt qui sont plus fréquentes chez les gars que chez les filles, et l'inverse. Regardez à l'université, je vais parler de l'arrivée en maternelle, regardez à l'autre bout du spectre. Ça, c'est l'accession des femmes au niveau du baccalauréat. Je suis entre 55 et 60. Et ça, c'est les hommes au baccalauréat. Je suis entre 30, oh mon Dieu, entre 30, un peu en bas de 40. Cet écart-là, homme-femme, nous amène, on est plusieurs à l'affirmer, puis particulièrement, ça fait une quinzaine d'années que je travaille là-dessus, il y a une sous-scolarisation des hommes au Québec. Et pour ceux qui travaillent, entre autres, dans la MRC de Montcalm, il y a une sous-scolarisation des garçons au niveau de la MRC de Montcalm aussi. Ça va revenir tout à l'heure. Donc, en clair, ce que c'est que ça implique pour tous ceux qui interviennent,
Si, comme organisme communautaire, vous élaborez une intervention contre le décrochage scolaire, puis la majorité des jeunes que vous suivez, 75% des jeunes que vous suivez sont des filles, posez-vous des questions. Si vous avez un programme pour composer, prévenir l'anxiété chez les adolescents et que 75% des gens que vous rejoignez sont des garçons, posez-vous des questions aussi. C'est ce à quoi je veux faire référence dans cette troisième idée-là. Et maintenant, un top 5 pour favoriser la réussite. Top 1. Reconnaître rapidement que vous soyez un parent ou un enseignant qui a besoin d'aide. Et là, on n'a pas besoin d'écrire un document de 500 pages là-dessus. La grille, ou ce que je vous donne dans cette diapositive-là, résume relativement bien la situation. Les jeunes qui sont vulnérables au niveau du langage, comportement ou du développement général en maternelle 4 et 5 ans, les lecteurs débutants qui prennent du retard. Toute direction d'école devra avoir une petite fenêtre sur son ordinateur et la regarder au moins une fois par mois. Et dans cette fenêtre-là, on aurait des chiffres. Comment se débrouillent mes lecteurs débutants de première année? Et comment se débrouillent mes jeunes de deuxième année? Encore plus particulièrement dans le contexte actuel qu'on vit au niveau de la COVID. Quels sont les jeunes qui ont des problèmes persistants de littératie? Là, je ne suis plus en première, deuxième année, je suis rendu en quatrième, cinquième, sixième année, puis j'ai des jeunes qui ont des retards d'1 an, d'1 an et demi, 2 ans. Et lorsque vous avez des retards persistants en littératie, et là, c'est comme psychologue que je vous parle, vous devez absolument valider et vérifier si on n'est pas dans une situation de dysorthographie, dysphasie, nommez-les, mais qui a une base neurologique aux problèmes qu'on peut vivre. Parce que quand vous êtes exposé à l'enseignement de qualité depuis 3 ou 4 ans d'excellents enseignants, et que vous ne réussissez pas à apprendre à lire, là, il ne faut pas chercher midi à 14 heures pour émettre l'hypothèse qu'il y a autre chose qui l'explique. Il y a toute la question des jeunes qui ont des besoins particuliers, et je vous donnerai le taux de diplomation dans quelques minutes des jeunes dits élèves handicapés ou en difficulté. Vous allez voir comprendre qu'on doit absolument s'en préoccuper. Ce sont des jeunes qu'on continue à suivre durant tout le primaire, tout le secondaire. Les jeunes qui sont en échec scolaire au secondaire, l'absentéisme, écoutez, aussitôt que vous commencez, le taux d'absentéisme augmente chez un jeune, vous êtes à risque de décrochage, c'est une évidence. Les jeunes qui vivent des problèmes disciplinaires se font sortir de classe ou retourner à la maison, suspension et même expulsion. Et tous les jeunes qui manifestent des problèmes de santé mentale, je m'en vais y revenir. Mais reconnaître rapidement, là, vous avez une liste de jeunes que vous devez reconnaître rapidement et vous n'avez pas besoin de tests vous n'avez pas besoin d'instruments très sophistiqués pour être en mesure de déterminer qui a ce type de besoin-là. Mon top 2, c'est faire en sorte que toutes les écoles se préoccupent des élèves dans mon top 1. On a un système scolaire qui est à 3 vitesses présentement. Juste avant de vous parler des 3 vitesses en question, notez que le taux de diplomation des jeunes qui sont élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage, il n'y en a que approximativement 1 sur 3 qui obtient un des diplômes du secondaire après 7 ans. Ça, c'est majeur parce que j'ai certaines écoles spécialisées, entre autres à Montréal, je pense à Vanguard, des taux de diplomation de 70% et plus. Dans les autres provinces, on navigue aux environs du 60-65%. Dans ce cas-là, ça ici, c'est une question qui est névralgique, qui renforce l'idée qu'on doit se préoccuper de ces jeunes-là. Regardez aussi, on va parler des vitesses. Vous avez des écoles privées qui accueillent certains élèves en difficulté, mais malgré tout, pas nécessairement des élèves en grande difficulté. Vous avez les écoles à projet particulier, hors études, sport études, etc., qui font aussi une forme de sélection dans plusieurs de ces écoles-là. Et vous avez les écoles ordinaires. Et là, les chiffres que je vous donne sont bétonnés, sont basés sur des études très solides québécoises. Votre chance, votre probabilité, ou la proportion des jeunes qui accèdent au cégep et qui ont fréquenté une école ordinaire, c'est 36%. La probabilité d'arriver au cégep, si vous avez fréquenté une école privée ou publique à programme particulier, c'est 75%. C'est du simple au double. La probabilité d'aller, regardez en ce qui concerne l'université, les élèves de l'enseignement privé ou public sélectif ont respectivement 9 et 6 fois plus de chances d'aller à l'université que ceux de l'enseignement public ordinaire. Et ça, il va falloir qu'on en vienne véritablement, et ça dépasse ça dépasse les régions du Québec, c'est une question nationale. Toutes les écoles doivent se préoccuper de tous les jeunes, et selon une proportion naturelle de jeunes en difficulté. Regardez, écoutez, c'est assez évident, regardez les taux de diplomation, réseau public, réseau privé. Au niveau des garçons, je vous ai donné le garçon-fille au niveau du public, regardez l'écart avec le privé. Il y a un écart garçon-fille au niveau du privé. Mais écoutez, c'est seulement de 4 points. Mais regardez l'écart gars public-privé, filles public-privé. Regardez les taux de décrochage.
est inscrit dans un programme, n'est pas revenu l'année suivante. Ça, c'est le taux de décrochage. Réseau public, 19,1 chez les garçons, 11 presque 12 chez les filles. Regardez au réseau privé, j'ai du décrochage au privé, mais on n'est pas du même ordre de grandeur. Donc, gardez ça en ligne de compte parce que ça devient quelque chose d'important, entre autres pour les écoles publiques à projet particulier. Il faudra se faire une tête qu'à un moment donné, j'ai certains jeunes, même s'ils ont des besoins particuliers en adaptation scolaire, le velcro de persévérance à l'école, c'est aussi de participer à des activités de natation, de tennis, de football, nommez-les, même d'être inscrit dans un programme sport-études, hors-études ou autre. Le top 3, il est nécessaire d'offrir du soutien supplémentaire aux jeunes en difficulté. Il y a toute la question des services professionnels et des services offerts par les orthopédagogues, mais en contexte de COVID, ce n'est pas suffisant présentement. Et il y a d'abord un phénomène par le fait qu'on va manquer de professionnels dans certains milieux, et ce qui fait que de plus en plus, comme on le voit pour la santé, on a des milieux scolaires qui passent des ententes avec des cliniques privées. Moi, direction d'école, j'ai un jeune qui a besoin d'être évalué en neuropsychologie ou j'ai un jeune qui a un trouble de langage. C'est quelque chose de sérieux en maternelle 4 ans qui a besoin d'être évalué. Je n'ai pas d'orthophoniste où la liste d'attente est d'un an et demi en orthophonie. Il n'est pas question que je fasse attendre un jeune de 4 ans pendant 1 an et demi avant d'être vu en orthophonie. Donc, il y a des milieux scolaires présentement au Québec qui disent aux parents d'aller consulter dans telle clinique d'orthophonie, faire l'évaluation, à la limite le suivi et que la facture soit envoyée au centre de services éducatifs, au centre de services scolaires plutôt, ou directement à l'école qui va le transmettre au centre de services scolaires. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça se fait présentement. Je vous le dis, il n'est pas question qu'un enfant de 4 ans qui présente des graves difficultés ou de 5 ans se retrouve sur une liste d'attente pendant 1 an. Une liste d'attente pendant 1 an quand vous avez 4 ans, c'est l'équivalent du quart de votre vie, là, du quart de ce que vous avez vécu. L'autre question qui est importante, et le Québec est en train de distinguer, entre autres au Canada et en Amérique du Nord, le ministère de l'Éducation et le ministre ont accepté la recommandation que j'avais faite au printemps de doter le Québec d'un programme national de tutorat. Ça, le programme national de tutorat, c'est que moi, je suis en 2e année primaire, j'ai un retard important en lecture. L'école va mettre à contribution, on va demander soit à quelqu'un qui étudie présentement en enseignement, on va ouvrir aux gens qui étudient aussi au niveau du collégial, ou ça peut être au niveau des enseignants retraités présentement. Une de ces personnes-là va devenir mon tuteur en lecture. Et ce n'est pas une question d'aide aux devoirs ou aux leçons, c'est une question de m'accompagner jusqu'au fin juin cette année, si possible jusqu'à fin juin 2022, pour m'aider, identifier davantage c'est quoi mes difficultés et m'accompagner et m'aider au niveau du développement de la lecture. Vous savez, au niveau des recherches, quand on regarde les méta-analyses, une méta-analyse, vous prenez toutes les études dans un domaine, puis vous refaites l'ensemble des calculs statistiques. On le fait pour le tutorat. Ça donne une grandeur d'effet de 0,37. Je vais vous dire c'est quoi ça signifie 0,37. J'ai une dizaine de jeunes de 2e année en retard de lecture, suivi ordinaire. Une dizaine de jeunes en 2e année qui ont des retards de lecture, tutorat. Ceux du tutorat, quand on fait les évaluations sur les grands nombres, c'est comme leur donner 4 mois supplémentaires d'enseignement. Vous me suivez, je fasse ma main monte avec la caméra, mais c'est l'équivalent de 4 mois d'enseignement. Donc, ça devient important pour être en mesure de récupérer des choses, mais surtout de maintenir des acquis qu'on peut avoir. Donc, comme je soulignais, enseignants retraités, étudiants au cégep et à l'université. Et là, je vais faire une recommandation, vous pourrez citer Royer si vous voulez. Je fais la recommandation professionnelle suivante aux parents. Elle est vraie pour tous les enseignants du primaire et du secondaire, mais particulièrement pour les parents. Je vous fais la même recommandation que j'ai faite dans une capsule que j'ai enregistrée pour le ministère de l'Éducation en août, que vous avez dû voir à la télévision. Si vous jugez que votre enfant ou votre adolescent est en difficulté scolaire, entre autres à cause de la pandémie, demandez par écrit le support d'un tuteur à votre direction d'école. Présentement, j'avais eu l'ordre de grandeur du support des montants destinés à cette mesure-là est de l'ordre de plus de 100 millions présentement. Parce qu'il y a des budgets qu'on avait ailleurs qu'on ne dépense pas et qu'on va réaffecter. Donc, c'est quelque chose comme 125 ou 150 millions, même si on met l'ensemble des sommes. Demandez, et si vous recevez une réponse négative, redemandez et mettez la direction générale du centre de service scolaire en copie conforme. Il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence présentement par rapport aux jeunes qui sont en train de prendre des retards scolaires. C'est vrai au niveau de la lecture des premières années, mais c'est vrai entre autres au primaire, les autres années du primaire, mais au secondaire. L'autre élément qui s'en vient,
c'est qu'il va y avoir la proposition. Puis ça, j'ai supporté l'organisation, ce type d'activité-là ailleurs au Québec. C'est des camps d'été pédagogiques. Pas une question d'enchaîner un jeune en disant tu vas reprendre ton français cet été. Mais d'avoir un 4-5 semaines, c'est vraiment un camp d'été. Il y a une dimension, il y a une dominante au niveau de la lecture, lire pour le plaisir de lire, de manière à éviter ce qu'on appelle la glissade de l'été. Les jeunes, quand on quitte l'école le 23 juin ou le 24 juin, le 25 juin, quand on les reprend en septembre, ils ne sont pas au même niveau. Il y a une glissade qui s'est effectuée, qu'ont connu des jeunes de milieux défavorisés ou des jeunes qui, pour toutes sortes de raisons, ont des familles qui sont moins stimulantes ou n'ont pas l'occasion d'avoir des activités d'été très stimulantes ou avaient déjà certaines difficultés scolaires. Cette glissade de l'été-là, c'est de l'ordre d'1 mois et demi à 2 mois de retard qu'ils prennent sur les autres élèves. Donc, c'est sûr que les camps d'été pédagogiques permettent d'éviter ça. Et compte tenu de ce qu'on a vécu, entre autres, dans certaines régions du Québec l'an passé, avec, c'était pas simplement la glissade de l'été, on a eu la glissade du printemps aussi, compte tenu de l'enseignement à distance. Je vous le dis, vous pourrez me citer, demander par écrit si vous jugez que votre enfant a vraiment des retards importants. Si votre enfant avait 90 en français, maintenant il y a 88, puis on va avoir un tuteur, on n'est pas là du tout. Là. Je m'adresse aux 15-20 des jeunes qui ont le plus de difficultés. Top 4, agir sur la persévérance. Je vous le sais, les données sont solides. 75 des décrocheurs au Québec ont entre 14 et 17 ans. Il faut se préoccuper dès maintenant de ceux qui, sans avoir de diplôme secondaire, ont quitté. Et ça, les taux, je vous ai donné les taux de décrochage tout à l'heure des garçons et des filles pour l'ensemble de la province. Dans la région de Lanaudière, les taux sont particulièrement élevés pour les garçons. Ils ne sont pas revenus à l'école en septembre, ont quitté l'école depuis le début de l'année. Écoutez, il était là en septembre, mais à mi-octobre, il avait 15 ans ou 16 ans, puis il est disparu. Et il n'est pas revenu. Ils sont à risque de décrocher ou ont des échecs à leur bulletin. Présentement, les bulletins, c'est plus flottant. Les enseignants ont évalué ce qu'ils avaient enseigné, mais on verra au niveau des retards scolaires par rapport à la situation, ce qui risque de se présenter l'an prochain, lorsqu'on reviendra avec des évaluations plus normalisées. Il y a déjà des écarts de toute évidence qu'on peut observer chez certains jeunes. Comment faire? Chaque école devrait se doter d'une équipe de réussite scolaire, ce qu'on a entre autres en Ontario. Et cette équipe de réussite scolaire-là est communautaire et scolaire. Et ce qu'on veut avoir, c'est une équipe ou au moins une personne dont la seule préoccupation quand on rentre à l'école secondaire chaque matin, est-ce que j'ai des jeunes qui sont à risque présentement de décrocher? Est-ce que j'en ai qui sont décrochés ou est-ce que j'ai des jeunes qui ne vont pas bien du tout? Et suite à ça, les meilleures écoles présentement se forment un genre ce type d'équipe de réussite scolaire-là. On peut l'appeler un genre de SWAT éducatif là, qui intervient dans les jours suivant le constat qu'un jeune est en difficulté ou est à risque de décrocher ou a décroché. Et la bonne question à poser à un jeune qui a décroché ou qui risque de décrocher, et la bonne question à poser à ce jeune-là et à sa famille, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider et t'appuyer pour te permettre d'obtenir un des diplômes du secondaire, diplôme d'études professionnelles, diplôme d'études générales. Et ça, ce n'est pas nécessairement l'idée tu dois, c'est l'idée qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Dans certains cas, on va avoir des situations où c'est vraiment travailler à demi-temps et étudier à demi-temps. Mais là, on attache les deux. Tu peux travailler à demi-temps dans la mesure où tu as une preuve que tu es toujours inscrit à ton école secondaire et tu continues des cours par les soirs ou des cours dans la journée de vendredi ou des cours le samedi. Il y a une question de souplesse qui s'installe. Et ceci est à mettre en relation avec le fait que on a des affiches partout au Québec. Hein? Essayez d'acheter de l'alcool. Si vous n'avez pas 18 ans, vous allez avoir une barre. Ça prend absolument 18 ans pour acheter de l'alcool. Dans un autre petit panneau, vous achetez du tabac, c'est la même chose. Vous avez toutes sortes de situations où vous dites achetez de la loterie. Mais vous pouvez décrocher de l'école à 15 ans et il ne se passe rien. Et entre acheter un gratteux et quitter l'école à 15 ans, l'impact en termes développemental est pas mal plus grand du coup, à ma droite qu'à ma gauche. Et les meilleurs milieux scolaires présentement, même si la loi n'a pas encore été modifiée au Québec, ça va venir, les meilleurs milieux scolaires ont quasiment la banderole suivant. Chez nous, c'est jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un diplôme. Et on appuie notre monde pour le faire. Plus précisément encore, au niveau de l'intervention par rapport justement à ce soutien-là, toute la question des services communautaires, les partenariats institutionnels, les entreprises privées. Un bel exemple, c'est la grappe éducative de Montcalm. Je souligne encore parce que je les connais bien. Il y a une préoccupation au niveau de la réussite scolaire et de la persévérance scolaire dans Montcalm. Les municipalités, écoutez, ont mis l'épaule à la roue, ont mis des sous
au niveau de la réussite, de la persévérance scolaire. Les employeurs, les entreprises font partie sont des maillons ou des composantes de cette grappe-là. Évidemment, les milieux scolaires et les milieux communautaires. Mais c'est vraiment une question, là, je n'irai pas sur la fable, là, ça prend un village pour élever un enfant, mais si vous voulez vous préoccuper de réussite scolaire, il faut que tout le monde s'en préoccupe. Et en mettant en place des mesures spécifiques et diversifier aussi, lorsqu'on est rendu à 16-17 ans et un risque de décrochage, diversifier les possibilités d'apprentissage. Aller passer 6 mois en stage sur comment gérer une ferme, c'est une situation d'apprentissage. La sous-scolarisation des gars, et je me dois absolument d'aborder cette question-là, parce que c'est très préoccupant, entre autres, là, je pense entre autres à la MRC de Montcalm, mais c'est préoccupant pour tout le Québec. Écoutez, j'ai des écarts de diplomation de 13-14 points là, au Québec entre garçons et filles. Quand je travaille en Colombie-Britannique, je travaille avec 3 ou 4 points. Vous allez me dire, les communautés, entre autres asiatiques, ont une question de privilégié, d'intervention ou de préoccupation, de valorisation de l'éducation très importante. Mais il n'y a rien qui justifie qu'on navigue dans le 14-15 points de différence au Québec. Il faut intervenir très tôt, entre autres, sur les problèmes de lecture, mais 35 là, qui avaient une vulnérabilité en rentrant en maternelle 5 ans, là, il faut intervenir là-dessus et accompagner. J'ai des gars qui vont apprendre à lire un peu plus tard que des filles. Néanmoins, il faut se préoccuper du fait que j'ai déjà un écart en commençant. Et ça, il y a des moyens d'adapter et de se préoccuper d'intervenir en lecture. Offrir, entre autres, des modèles masculins de réussite. Ça, c'est particulier. Quand je dis ça, quelquefois, je fais grincer des dents. Pourtant, si vous voulez augmenter le nombre de femmes gestionnaires, directrices là, de conseil d'administration, présidents de conseil d'administration, allez-vous donner des modèles d'hommes présidents de conseil d'administration pour les inciter à devenir elles-mêmes? Non, vous allez utiliser des femmes qui ont réussi et qui exercent la profession de président de conseil d'administration. Ça, c'est vrai dans l'ensemble des domaines. Mais imaginez-vous que pour la réussite scolaire, entre autres des garçons, d'avoir des modèles masculins de réussite a un impact. L'autre élément, c'est de coller les intérêts des garçons. Il y a des secteurs comme l'informatique, la programmation, les jeux vidéo, la robotique. Mais saviez-vous que la bande dessinée, c'est le 2e choix de lecture des gars au primaire. C'est le 9e ou 10e choix de lecture des filles au primaire. On pourra toujours argumenter que c'est un stéréotype sexiste véhiculé. Écoutez, vous voulez enseigner à lire? Vous avez des gars qui considèrent la bande dessinée comme leur 2e meilleur choix ou leur 2e choix de lecture. Bon, on va faire avec. Regardez l'exemple que je m'avais vous donné, c'est cet exemple-ci, qui est l'exemple, entre autres, de la bande dessinée au primaire. Je vous le donne tout de suite en soulignant qu'au niveau de la BD au primaire, il y a un bouquin sur la BD au secondaire. C'est vraiment l'utilisation dans l'enseignement de la bande dessinée. Et ça a fait une différence. On a eu des évaluations. Nouveau-Brunswick, Edmundston, 3e, 4e, 5e année, un écart de 20 points de pourcentage entre les garçons et les filles au niveau de la lecture. Mobilisation vraiment de la communauté, au niveau municipal, au niveau de la commission, au niveau du district scolaire, au niveau des écoles. Et on va chercher les joueurs juniors majeurs du Blizzard d'Edmundston. Et on part un programme qui s'appelle Blizz Lecture. Je pense que ça fait 5 ans que ça roule. On a utilisé des joueurs de hockey junior majeur comme modèle de lecture et comme modèle pour donner même des stratégies de lecture à des jeunes qui avaient certaines difficultés, même à l'ensemble des gars, même au niveau des difficultés, à l'ensemble des gars de 3e, 4e, 5e année primaire. Écoutez, des cartes de hockey. D'un côté, vous avez la carte du joueur, de l'autre bord, vous avez des stratégies de lecture. Je vais vous donner 2 capsules vidéo que les joueurs ont enregistrées à l'intention, justement, des jeunes de 3e, 4e, 5e année. Et aussi cette question-là de demander environ 30 minutes de lecture par jour. Le 30 minutes de lecture par jour ramenait, entre autres, un cumulatif qui donnait lieu à des cartes de hockey, etc. Et regardez, je vais vous donner 2 capsules qui ont été utilisées par ce programme-là, qui ils ont évalué, ça a un impact là, qui est vraiment très net. Là, on dirait un impact bœuf. Bonjour,
je m'appelle Ryan Salvis et je suis l'entraîneur du Blizzard d'Edmundston. Nous sommes fiers de participer à la mise au jeu du programme Blizz Lecture. Toute l'équipe est derrière toi. Ok, c'est le temps de pratiquer. C'est le temps de pratiquer! Go Blizz Lecteur! Go Blizz Lecteur! Go Blizz Lecteur! Engage-toi, ça compte. Et là, côté stratégie, vous allez voir, écoutez, les gars ne sont pas sortis directement de l'École nationale de théâtre, là, mais vous allez voir au niveau de la stratégie, regardez bien ce que ça donne. Avant une partie de hockey, je fais de la visualisation afin de voir ce que je vais accomplir durant la partie. Mes tirs, mes techniques, mes bons coups, etc. Ça m'aide à atteindre mes objectifs. C'est quoi tu fais? Ça me rappelle des souvenirs quand je lis ce livre. Je vais t'en lire un bout. Derrière moi, j'entends mon père crier. Attention, Nicolas, à droite, non, à gauche. Lève ton bâton, non, lance-toi par terre. Non, relève-toi, attention, devant, derrière. Tu vois, quand je lis, j'utilise mes 5 sens. Et en lisant ce livre, je vois la foule, j'entends les cris, les coups de bâton, je ressens des palpitations. J'ai chaud. Et ce qui est le plus drôle, c'est encore la même chose aujourd'hui. Ah, c'est une bonne idée, je vais essayer ça la prochaine fois que je vais lire. C'est comme ma visualisation, un film dans ma tête. Ah ben, tiens, essaye celle-ci. Ah, merci. La grande question, c'est que j'ai posée, entre autres, à la responsable du programme, est-ce que ça se peut que ça ait amélioré les habiletés ou la quantité ou le nombre de livres lus par des joueurs juniors majeurs? Il semblerait que c'est le cas. Mais le velcro a pris et ça a eu un impact majeur. Donc, cette idée d'avoir des modèles masculins de réussite pour rejoindre les gars est quelque chose qui est une variable importante. Et si en plus vous touchez la lecture, là, vous avez véritablement quelque chose qui est susceptible de faire une différence. Le top 5, comme enseignant et comme parent, développer nos habiletés pour composer avec les problèmes de comportement et les situations de santé mentale. Je réfère encore, parce que je vais prendre quelques exemples de cet ouvrage-là, les problèmes émotifs et comportementaux, petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Ça, c'est le genre de bouquin que j'aurais bien aimé avoir alors que j'étais psychologue au primaire, mais surtout lorsque j'enseignais, entre autres, à l'université, au niveau du baccalauréat ou surtout au niveau de la maîtrise. L'enfant mort à la maternelle, que faire? Les problèmes d'absentéisme à l'école secondaire, que faire? Le jeune fait des crises en première année, que faire? Et c'est dans le que faire, dans le sens que c'est très spécifiquement, c'est pas il était une fois une crise, c'est vraiment d'intervenir de manière spécifique. Je vais vous donner quelques exemples. Mais ce que je m'en vais vous présenter est tiré de ce bouquin-là que vous allez trouver dans toutes les librairies, pour nommer les autres. Mais regardez bien ceci. Je vous ai déjà dit que le suivi des consignes par les enfants et par les jeunes enfants, puis c'est vrai pour les adolescents, est une variable importante au niveau de la réussite scolaire. L'autre élément, c'est que je m'avais abordé justement comme exemple, la question de la santé mentale à l'école, la question de l'anxiété. On peut faire quoi exactement? Donc, pour les jeunes, les enfants et les adolescents qui ne suivent pas les consignes, regardez bien ceci. C'est le genre de liste de vérification qu'on utilise et sur lequel est basé le bouquin. Reconnaître la désobéissance et intervenir tôt. Michel, je viens de te demander c'est de la désobéissance. Fournir une redirection douce mais claire. Dites aux jeunes ce que vous attendez de lui. Fournir une seule directive et tenir. Si vous êtes enseignant, vous dites Michel, va t'asseoir. Michel reste debout. Bon, OK, d'abord, Michel, tu veux rester debout? Ben, au moins, faites telle autre chose. Vous venez de retirer votre demande. Et une seule directive, vous y tenez. Répétez la directive. Et là, je vais vous dire comment la répéter dans les prochaines secondes. Reconnaître l'obéissance et donner, le cas échéant, les consignes prévues d'une manière naturelle. Et une consigne prévue, je vais vous donner un exemple dans le transparent qui suit. C'est vraiment une consigne qui apparaît naturelle et qui n'est pas nécessairement une grosse conséquence, mais une petite conséquence qui tient compte du fait qu'il y a eu des obéissances. Regardez ce qu'on fait la plupart du temps. J'ai un jeune qui, 40% du temps, n'obéit pas. Ça, les études sont solides là-dessus. Niveau d'obéissance, normalement 40% du temps. Ça veut dire que 60% du temps, il ne suit pas la consigne que vous lui donnez. Vous donnez la consigne, vous attendez 5 à 10 secondes, le jeune obéit.
par exemple, je ne sais pas, Steve, s'il te plaît, va t'asseoir à ta place, tu vas attendre 5 à 10 secondes, Steve obéit. Dans ce cas-là, il s'appelait Michel, on va l'appeler Steve pareil, c'est beau Steve. Consigne claire donnée aux jeunes, attendez 5 à 10 secondes, le jeune n'obéit pas. La deuxième fois que vous le demandez, Steve, tu dois aller t'asseoir à ta place. Vous rajoutez le tu dois. Vous attendez 5 à 10 secondes, le jeune obéit, c'est beau Steve. Vous attendez 5 à 10 secondes, le jeune n'obéit pas. Steve, tu viens de décider de passer la première ou les 2 premières minutes, pas la récréation, les 2 premières minutes de ta récréation avec moi pour qu'on puisse discuter un peu. Maintenant, vous répétez la consigne, s'il te plaît, va t'asseoir à ta place. Et ça, cette idée-là d'un tu dois évite de se répéter au bout de champ, mais annonce qu'il va y avoir une conséquence par rapport au non-respect de la consigne. Un autre aspect, je vais passer rapidement. Les meilleurs parents ou les parents les plus efficaces et les enseignants les plus efficaces félicitent précisément et en précisant ou en identifiant ce que le jeune a fait de bien et en mettant entre autres l'aspect sur l'effort. Au lieu de dire ton bulletin est beau, pour un parent, dites je vois par ton 75% en français, ton 78% en maths que tu as travaillé fort, bravo. La plupart du temps, les meilleurs compliments ou ce genre de compliments-là, et les meilleurs sont immédiats, fréquents, et les parents efficaces, les enseignants efficaces utilisent un mélange de 4 comportements positifs, 4 commentaires positifs pour un négatif. Vous voyez un peu, on n'aurait que ça comme base pour intervenir sur le comportement de première ligne, que déjà, ça ferait une différence. La demande de précision, ce que je viens de mentionner au niveau du ratio ou de la demande spécifique, et l'idée d'utiliser une manière assez systématique pour être capable d'obtenir l'obéissance. Mais le deuxième aspect, c'est la question de la santé mentale. Et là, j'invite, c'est vrai pour les parents, mais particulièrement au niveau de l'éducation, les enseignants et le personnel d'éducation doivent développer sa littératie ou leur littératie en santé mentale. Développer sa littératie en santé mentale, c'est être capable de lire les signes. On ne vous demande pas d'être thérapeute, mais d'être capable de reconnaître les signes. Je vais donner l'exemple de l'anxiété. Regardez, c'est quoi les manifestations de l'anxiété si vous travaillez? On peut prendre l'exemple avec des adolescents ou des adolescentes. Ça va être un peu plus fréquent, beaucoup plus fréquent chez les adolescents. Manifestation de l'anxiété cognitive. La difficulté à se concentrer. Vous venez de lui dire quelque chose, elle l'oublie. Des problèmes de difficulté d'attention ou d'autres types de difficultés cognitives de cette nature-là. Des manifestations de l'anxiété peuvent avoir des manifestations comportementales. Hypersensible. Ah, ma grande, je pense que tu aurais pu faire mieux sur ton dernier examen. Elle va se mettre à pleurer, c'est ce que j'appelle être hypersensible. Ne pas accomplir les tâches ou riposter ou s'opposer s'opposer ou se sentir très mal par rapport à une tâche qu'on demande ou ne pas être capable de la compléter. Inquiétude excessive. Tu sais, vous avez de la difficulté à dormir la nuit parce que précédant un examen, parce que vous êtes inquiète ou inquiet. Terreur, panique, vous voyez un peu le genre. Et il y a des manifestations physiologiques. Des tics, de la rougeur, transpiration, les bombes. Dans certaines situations de manifestation, entre autres d'évaluation, j'ai certains ou certaines jeunes, et j'ai pas même des problèmes d'hyperventilation, des problèmes de maux de ventre avant les examens, des choses comme ça. Ça, c'est des manifestations de l'anxiété. Quelqu'un qui a développé une bonne littératie en santé mentale, en ce qui concerne l'anxiété, va être capable de reconnaître ça. Mais devinez quoi, il y a des interventions que je peux faire en classe par rapport à cette situation-là. Puis je vous donne juste quelques extraits parce que c'est très détaillé là, dans le bouquin. Intervention possible de l'enseignant par rapport aux manifestations d'anxiété en classe. Regardez, l'anxiété se manifeste par des problèmes de concentration, on n'est pas concentré sur la tâche, griffonne. Utiliser un autre élève pour aider celui qui est anxieux. Fournir à l'élève anxieux une photocopie des notes de l'enseignant. Lui permettre de s'asseoir un peu à l'écart pour diminuer les distractions. Vous voyez un peu le genre, je donne juste ça comme échantillon. Je vous annonce tout de suite que tout ce que je viens de présenter, tous les transparents, toutes les diapositives, vous allez avoir le document PDF, ça va être rendu disponible. Donc, il n'y a pas de. N'ayez crainte, je m'en vais vous transmettre tout ce qui a été utilisé aujourd'hui. Si vous avez le jeune, l'anxiété se manifeste par des problèmes de mémoire, des rappels et de repères visuels, facilité de distraction, administrer les examens dans un environnement calme, afficher les instructions au tableau, donner des instructions utilisées, au moment de donner des instructions, utiliser un signal. Vous voyez un peu le genre. Et si vous avez à intervenir dans une école secondaire, je réfère toujours, si ces interventions-là ne suffisent pas, il y a des manières de faire que les psychoéducateurs et les psychologues peuvent utiliser à l'école. Puis souvent, c'est des équipes de 2 intervenants avec une éducatrice spécialisée. Il y a des programmes comme Pare-choc, qui est un programme qui porte spécifiquement sur comment développer
et comment composer avec des émois dépressifs et de l'anxiété chez les adolescents et les adolescentes. Et ça, c'est un programme rodé, c'est un programme qui est reconnu nationalement là, au Canada et que vous pouvez appliquer. Vous pouvez demander à votre fille ou à votre garçon, si vous le jugez à propos, de faire partie d'un programme de cette nature-là. Donc, je vais conclure de la manière suivante. Il y a deux types d'optimisme. Il y a l'optimisme de celui qui attend que quelqu'un lui fasse un cadeau. Seigneur, aidez-moi. Mais il y a aussi l'optimisme de ce garçon qui songe à construire une cabane dans un arbre et qui se dit, si je trouve un peu de bois, des clous, et que je réussis à persuader d'autres jeunes de m'aider, nous pouvons avoir quelque chose de vraiment cool. Vous savez, au niveau de la persévérance de la réussite scolaire, pour les passionnés de réussite, là, c'est certain qu'on ne pourra pas toujours obtenir ce qu'on veut, mais si on continue à persévérer et à coller les pratiques exemplaires, on peut augmenter de beaucoup nos chances d'offrir à plus de jeunes ce dont ils ont besoin. Et ce qui est le plus cool au niveau de la réussite, c'est les écoles qui favorisent l'inclusion, mettre l'accent sur la littératie, prévenir les retards d'apprentissage, rapidement intervenir au niveau de l'absentéisme et de l'abandon, et la disponibilité de services professionnels et de tutorat. Les écoles qui sont vraiment cool, les milieux vraiment cool au niveau de la réussite, se préoccupent particulièrement de ces questions-là. Merci beaucoup de votre attention et moi, je m'en vais me préoccuper de vos questions maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Royer. La dernière heure a passé vraiment très rapidement. Je suis pas mal certaine que tout le monde est du même avis. On a envie de construire une cabane et d'aller chercher du bois et des clous. Et on va répondre aux questions. On a eu plusieurs questions. Il y a aussi une question pour Marie-Christine qui est toujours là, donc on va y revenir tantôt aussi. Puis je vous invite à rajouter vos questions si c'est toujours le moment, évidemment. Parmi les questions, M. Royer, il y a, attendez voir, Mme Rodrigue qui dit d'abord merci pour la présentation. Concernant les différentes statistiques rapportées, vous faites régulièrement mention de la réussite éducative ou réussite scolaire. Elle aurait été intéressée à savoir à partir de quels paramètres vous considérez la réussite éducative, les résultats scolaires, la fréquentation, le décrochage, les indicateurs de bien-être et tout ça, ou encore tout dépend tout simplement des études. C'est la question qu'elle soulève au niveau donc des statistiques. Moi, j'ai pris les statistiques officielles du gouvernement du ministère de l'Éducation. Quand je me réfère à des commissions scolaires comme Lester B. Pearson ou commission scolaire Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, on se retrouve avec des taux de diplomation et de qualification de 87-88 %. Donc, moi, mon indicateur est que la diplomation est un élément de la réussite éducative. Mais je ne pourrai jamais accepter le fait de dire, écoutez, j'ai passé 8 ans à l'école secondaire, je me suis fait des amis, j'ai été heureux, mais je suis sorti avec une deuxième secondaire non complétée. Ça pourra pas, je ne pourrai jamais équivaloir ça à de la réussite éducative. Donc, la réussite scolaire, la diplomation, les chiffres que j'utilise sont les chiffres de l'ensemble du Québec. C'est une variable de base et c'est vraiment l'ingrédient que j'utilise ou l'indicateur que j'utilise, sachant qu'en Ontario, présentement, le taux de diplomation du diplôme d'études secondaires dans l'Ontario est de 92 % chez les Franco-Ontariens. Donc, je ne peux pas ne pas utiliser cet indicateur-là comme mesure la plus solide là, à ce moment-ci. Merci pour la précision. Maintenant, on a vu plusieurs questions apparaître quand vous avez parlé du programme de tutorat qui est, on se demande si c'est en cours ou en venir. On voudrait avoir des précisions là-dessus. Présentement, les indications que j'ai, c'est que la banque de tuteurs est toujours en augmentation, que les sommes ont été transmises, ou les indications du moins ont été transmises aux directions générales des centres de services scolaires, et que présentement, on est dans le contexte où si vous jugez que votre enfant a certains retards scolaires, comme je le mentionnais, de faire une demande au niveau de la direction. Dans ma perception des choses, c'est le type de service qui devrait se mettre rapidement en branle, au plus tard, au retour de la semaine de relâche, mais dans certains milieux scolaires, c'est déjà commencé. Le problème qu'on semble voir, certains parents se sont fait répondre que non, vous n'avez pas le droit de référer vous-même des jeunes, et ça va c'est à contrario de ce que j'ai annoncé, entre autres, que le gouvernement a annoncé en septembre. Si, comme parent, vous jugez que votre jeune est en train de prendre des graves retards scolaires, c'est votre responsabilité, justement, de prévenir l'école aussi. Et dans ce cadre-là, moi, je m'attendrais à ce qu'on soit capable d'offrir une forme de tutorat. Écoutez, je figure qu'il y a environ 30 % des jeunes qui sont en difficulté en retard scolaire présentement au Québec. Au moins la moitié de ces jeunes-là pourraient compter sur une forme de tutorat dans les prochaines semaines. Et compte tenu que c'est un programme qui s'étend jusqu'en 2022, ça devrait normalement prendre de l'attraction, être en fonction dans les toutes prochaines semaines, si ce n'est pas déjà le cas.
On se demande, il y a une question récente qui vient d'entrer. On vous demande si vous avez connaissance de données ou d'études pour les pratiques à favoriser pour les élèves doués à risque avec un trouble associé au TDAH. J'ai moi-même été à l'origine de programmes au niveau de l'intervention dans ma propre commission scolaire dans les années 80 sur la douance et le talent. Là, on a eu toutes sortes de problèmes là, qui ont fait disparaître de ce dossier-là, mais là, c'est revenu. La douance, ça fait partie dans toutes les provinces canadiennes, les États américains, la douance, ça fait partie c'est sous le grand chapeau d'adaptation scolaire. On a à faire des adaptations par rapport à ces jeunes-là. Souvent, je peux être doué pour avoir des problèmes d'anxiété, je peux être doué pour avoir des problèmes de comportement, mais admettons que je le prends par... Je mets l'hypothèse qu'une partie des problèmes d'adaptation est liée au fait qu'il y a de la douance ou un niveau de talent qui est vraiment exceptionnel dedans. La première chose qu'on va faire normalement, c'est de faire de l'enrichissement en classe ou même de l'enrichissement à l'école. Écoutez, si vraiment, la douance, ce n'est pas nécessairement scolaire, ça peut être musical, ça peut être d'autres choses. Là. La journée où moi, j'ai un professeur de musique individuel, un musicien professionnel vient donner 1 heure ou 2 par semaine parce que je vais bien dans mes disciplines scolaires puis je vais avoir de l'enrichissement en musique, c'est une forme d'enrichissement. La deuxième intervention qu'on fait souvent, je l'ai fait à quelques reprises quand j'étais au primaire, c'est les sauts de classe. Ce jeune-là est en mesure de faire un primaire en 5 ans. Et la troisième, c'est la possibilité d'y aller encore là avec des formes d'enrichissement sous forme de classe spécialisée pour élèves doués, ce qui est la dernière option qu'on conserve, parce qu'on se retrouve dans un système qui n'est pas nécessairement inclusif, il va y avoir certaines difficultés. Mais objectivement, ça, c'est un autre élément. Normalement, dans la prochaine réforme de l'adaptation scolaire, comment adapter nos services pour répondre aux besoins des jeunes, cette dimension-là de douance devrait être présente, alors qu'elle était absente depuis déjà un bon bout de temps. Pour les parents intéressés, allez sur le site de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, il y a une politique de la douance avec des services offerts au niveau de ces jeunes-là. C'est une des rares commissions scolaires qui a ça présentement, centre des services scolaires. Ça répond très bien. J'essaie de suivre et de rejoindre les questions qui vont ensemble. On change de sujet peut-être en lien avec une dame qui nous demande ce que vous pensez des directions d'école qui offrent l'éducation aux parents, aux adultes à partir de 16 ans. On parle en fait, si je relis son commentaire, ici dans mon cas, il quitte l'école secondaire par la porte en arrière et arrive à l'éducation des adultes par la porte d'à côté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très clair. L'école, normalement, devrait devenir obligatoire jusqu'à 18 ans. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que tous les jeunes de 18 ans et moins devraient être au secteur régulier et au secteur régulier secondaire. En clair, demeurer à l'école secondaire ordinaire, que ce soit en formation professionnelle ou en formation menant au diplôme de 5e secondaire. Présentement, on a 50 000 jeunes qui sont de 16 à 20 ans qui sont dans l'éducation des adultes. Les services professionnels de support sont nettement moins développés. Et on se retrouve souvent dans la situation où je ne peux pas parler pour mon CAM, là, mais je parle pour l'ensemble du Québec. J'ai des jeunes tu as de la difficulté à l'école, tu aimes moins bien ça, va donc aux adultes. Et ça, il faut que ça disparaisse. Là. Il va falloir qu'on revienne avec la prise de responsabilité des écoles secondaires d'offrir des services éducatifs jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un diplôme. L'autre élément, de ramener nos jeunes à l'éducation des adultes. Il faut être en mesure d'offrir des services professionnels. Il y en a très, très peu. Et si vous vous préoccupez de santé mentale, de difficultés associées à la santé mentale ou au fonctionnement social, il y a une surreprésentation au niveau des adultes. Vous n'avez pas les mêmes proportions de jeunes avec des problèmes de santé mentale aux adultes qu'en secteur ordinaire. C'est plus élevé aux adultes. Anxiété, dépression, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un dérapage, à mon point de vue, je pèse mes mots, d'avoir autant de jeunes de 16 à 20 ans qui sont retrouvés aux adultes. Et on verra au niveau localement ce que ça peut avoir l'air, mais sur l'ensemble, c'est une situation qui devrait changer, j'ai l'impression, d'ici 1 an ou 2, pour être capable d'avoir quelque chose qui ressemble davantage à ce qu'on a dans les autres provinces canadiennes. Là. Il y a des situations qui sont, même des jeunes de 15 ans, on les invite à aller à l'éducation des adultes. Le jeune arrive là, il y a une 2e secondaire, tant bien que mal. Et là, écoutez, les taux de diplomation deviennent très, très faibles. Merci. On va passer. Marie-Christine est toujours là. Marie-Christine, peut-être activer le micro. On avait une question. Vous restez pas loin, M. Royer, parce qu'on a encore du temps et peut-être qu'il y a des questions qui vont rentrer également. Marie-Christine, on se demandait, ce serait quoi tes conseils aux jeunes de la nouvelle génération qui veulent avoir la récompense immédiate? Je l'ai lu tantôt, puis je me disais, c'est vraiment une bonne question. Tu sais, tantôt, je parlais du désir de réussir. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que... mon chien veut aller dehors. Excusez pour ça. Dans le fond, je pense qu'il y
il n'y a rien de mal à vouloir avoir quelque chose rapidement, mais quand on revient à ce que je disais tantôt, d'accompagner ces jeunes-là à poursuivre, puis à pousser, puis à persévérer, justement. Tu sais, quand je disais tantôt que c'est important de faire plusieurs choses, je ne veux pas dire plusieurs choses. Je fais un truc 2 semaines, puis après je fais un autre truc 2 semaines. J'ai persévéré dans les trucs que j'ai fait, j'ai continué. Fait que je pense qu'il faut passer le début où on pense qu'on ne sera pas capable de le faire, là. Puis après ça, vient un moment où on apprend, on revient dans une zone de confort. Fait que je pense que c'est de passer le moment où, dans chaque nouvelle étape, on a tout le temps une espèce de moment qu'on passe où on se dit, OK, finalement, je peux trouver une zone de confort dans ça. Donc, je pense que c'est ça que je dis. Donc, en conclusion, merci à tous de votre participation aujourd'hui. On espère que vous avez vraiment apprécié l'activité. Afin de vérifier votre niveau de satisfaction, vous allez recevoir un courriel, un court sondage que nous vous invitons à compléter. Et je vous remercie d'avance d'y répondre en grand nombre. Donc, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.